Bonjour et bienvenue dans Jaftamer 70, Jaftamer, l'émission de la famille contemporaine via le regard des papas. Aujourd'hui, après Agnès Naudin, policière, aujourd'hui nous aurons Franck Blanchard, policier. Monsieur Blanchard est assez investi dans le monde des placements et des services sociaux pour des raisons qui lui sont propres et parce qu'il connaît bien le sujet. Nous verrons tout d'abord son parcours, ses grades, son encadrement. Nous parlerons également d'égalité homme-femme dans les interventions de la police concernant les conflits familiaux. C'est comme notre thème assez fétiche. Nous parlerons des non-représentations d'enfants. Savoir pourquoi de l'intérieur les NRE, les non-représentations d'enfants, sont si mal traitées, reçues, prises par la police. Nous parlerons également des divorces dans la police au sein des policiers et nous entamerons le cœur du sujet qui concerne les services sociaux avec les placements, les abus, les dysfonctionnements et incompréhensions vus de l'intérieur depuis la police. Mais tout d'abord, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, ne bougez pas, écoutez bien ça. Voici maintenant le témoignage de la semaine. Non, vous n'avez pas à être là. Si, Non, on peut. pas On est, du- c'est non, de la c'est partie la- civile, on Non, a le droit pas d'être du- présent. pas de partie civile, de rien du tout. Si, on Là, a le droit. c'est- là, Votre droit de visite, on c'est peut le prendre un droit de rendez-vous visite en- d'aller. Non, il y a eu trop d'erreurs, il y a eu trop d'erreurs, il y a eu trop de dérapages. Nous, Il y a eu on des n'est choses qui allaient concernés. pas, On vous avez va fait des rendez-vous, choses on va graves. discuter à Il ce s'est passé moment-là. des choses graves. Je suis pas Oui, bien d'accord. sûr. On n'est plus d'accord. Ça commence à bien faire. Ah non. Non. Ne touchez pas. Et oh, Jamais touché. et on Non, a non, viens, on va Yuna, t'acheter des cadeaux de Non, Noël. Viens, non, Yuna, on tu va vas appeler bien. la police, c'est la seule Ah chose ben que vous allez pouvez le faire. faire, allez. Ah ben on attend que ça. Appelez la police alors. Yuna, tu vois bien que c'est pas normal. C'est tout. C'est pas la visite d'Alexandre, c'est de l'enlèvement ce que vous faites. Votre petite Non, vous avez fait des choses graves. Vous avez fait des choses graves, vous avez commis des choses graves. C'est pas bien. Vous avez commis des choses. Non, Allez, pas maintenant toi. vous partez si vous Vous avez voulez. commis des choses très graves. Vous avez caché quand même un viol sur un mineur. Et ça, c'est grave. Ça, je pardonne pas. Oui, oui. Je pardonne pas. Vous avez gardé l'enfant pour ça. Pour ça. Allez, ça s'est passé au centre. Et vous gardez la petite pour ça. Je suis pas d'accord. Ce n'est pas normal. n'est pas Ce n'est pas normal. C'est plus un rendez-vous. Ce n'est pas normal. Moi, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous. Vous allez voir. C'est la visite d'Alexandre. Ce n'est pas normal ce que vous C'est faites. pas le lieu. Yuna a été violée. Et vous cachez ce viol. C'est pas normal ce que vous faites. Vous avez oui. Vous pouvez nous écouter, on prendra rendez-vous avec Monsieur Montagnier. Vous savez, code pénal, article 223.6, non-assistance à personne en danger. Voilà, donc petite altercation de parents qui se plaignent que leurs enfants ont été pris et visiblement des services sociaux qui, encore une fois, ne respectent ni les conventions ni les règlements et se font passer pour des victimes en se disant agressées comme on a pu l'entendre. Donc 14 septembre dernier, intervention au tribunal de... Ça y est, voilà, on est en direct. Je On suis sort du avec tribunal Sandrine. que maintenant. Donc Et c'est la relax pour c'est nous, la relax. tranquille. Voilà. Ça a été long. Oui. Hein. Là, il y a aussi, maman, il y a maman. Françoise qui est là avec nous. Contente. On est content. Voilà. Relax, Oui. relax. Oui. Alors le combat continue, on lâche rien. On lâche rien. On veut sortir Yuna le plus rapidement possible de cette situation et je me battrai jusqu'au bout avec ma mère et toutes les personnes qui sont ici avec Franck Blanchard. Oui, il y a aussi Franck Blanchard Voilà, qui est là. parlez. En direct, on est en direct. On est en direct. Allez, Voilà. allez, ici on est Voilà, en direct. c'est la relax. Allez, la Oui. relax. C'est la relax. Voilà. Tout le monde est là. On est super contents. La mamie, la maman, tout le monde est là. On est content. Amen. Donc comme nous vous en parlons depuis plusieurs mois maintenant, ainsi que dans la conférence Lux Media au Canada il y a quelques semaines, nous avons un véritable problème de personnes qui viennent pour un oui et pour un non, qui vous piquent vos gosses pour les mettre sur des matelas, où ils se font violer et finissent SDF, et qui ne respectent ni rôle de contradiction, on ne sait pas ce qu'ils disent, tout est caché, tout est secret, ils ont tous les pouvoirs et ça devient absolument
insupportable. Ça fait longtemps que ça dure, beaucoup de gens s'en plaignent, personne ne fait rien. Nous avons le même problème dans plusieurs pays. Pour en parler aujourd'hui avec nous, monsieur Franck Blanchard. RLP. Radio libre en Périgord. RLP 102.3 aujourd'hui avec Franck Blanchard de la police nationale. Alors c'est très intéressant parce que nous avions eu Agnès Naudin la semaine dernière, qui est une femme, qui était capitaine de police. Et nous avons aujourd'hui monsieur Blanchard. Vous êtes avec nous ? Je suis bien avec vous, bonjour. Oui, bonjour, merci d'être venu, j'espère que vous allez bien. Alors, monsieur Blanchard, pourriez-vous s'il vous plaît vous présenter ? On va faire comme d'habitude, vous allez dire qui vous êtes, votre parcours, ce qui vous a amené à faire ici, et qu'on comprenne bien après quand vous parlerez d'où vient votre voix, s'il vous plaît. Voilà, donc je suis fonctionnaire de police depuis 1986, donc j'ai 35 ans d'administration. J'ai voyagé en France parce que pour prendre mes grades, j'ai donc fait des mutations pour prendre mes grades et non pas sur place. Ça veut dire que j'ai une vision, je peux estimer que j'ai une vision globale de la société au sein de l'administration. Et donc mes formations, je suis officier de police judiciaire. Ça, c'est une formation importante dans ma fonction. D'accord. On a quand même des pouvoirs qu'on n'a pas en tant qu'agent de police judiciaire. C'est un petit peu plus, si vous voulez. D'accord. Et sous les ordres directs du procureur de la République. D'accord. Donc voilà. Donc au cours de ce cursus, j'ai pu forcément observer tout ce qui n'allait pas non plus, à savoir que je m'estime relativement intègre dans ma profession, et j'ai pu découvrir quand même des sacrés dysfonctionnements au sein de la police que j'ai relevé durement, parce que j'ai même dénoncé ça en justice à différentes périodes, surtout en fin de carrière. Bon, ça fait 37 ans de police, vous êtes à quel grade actuellement ? Là, je suis major de police. D'accord. Et vous travaillez dans quelle partie de la police ? C'est vague la police, c'est vaste, c'est très très vaste. Vous travaillez dans quelle partie de la police ? Alors j'ai fait du roulement comme beaucoup, comme la plupart d'ailleurs. Roulement, c'est de pouvoir intervenir en service d'urgence, que ce soit de nuit ou de jour. Donc on va dire que me concernant, c'était peut-être pas le plus intéressant. Après j'ai abordé avec une qualification, une formation, l'identité judiciaire, ce qui m'a permis de faire des constatations sur les cambriolages, entre autres, sur les vols de véhicules, etc. Relever les traces et indices, les empreintes digitales comme l'ADN, etc. pour pouvoir en faire un procès-verbal de constatation et aller en bout d'enquête avec quelqu'un qui est mis en cause, quoi. Donc c'est ce qui m'a peut-être le plus passionné dans ma profession, quoi. Après, sur la fin, j'ai encadré un groupe de 17 personnes en tant que chef de groupe en matière judiciaire. Alors ça n'a jamais été du grand judiciaire, ça n'a jamais été des affaires criminelles, je suis pas en police judiciaire, mais tout est intéressant finalement dans les enquêtes, même les petites enquêtes de vol ou d'agression, l'intérêt c'est toujours de trouver le mis en cause, quoi. Donc c'était Est-ce que vous travaillez toujours ? Alors depuis 3 ans, j'ai timé alors sur cette fin de carrière, malheureusement, j'ai dénoncé des choses, mais s'ensuit aussi un harcèlement que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Donc j'ai fait un droit de retrait pour m'écarter de ce qui me paraissait dangereux. D'ailleurs, j'ai eu des menaces de toutes sortes et je me suis retiré de tout ça, mais en demandant une mutation dérogatoire, et ça m'a été refusé. Donc je suis un peu dans cette galère depuis quelques temps. Je pense que c'est tout simplement des représailles, des personnes au sein de l'administration. Par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est que vous avez plusieurs dizaines d'années de pratique, que vous avez été au contact de la population, si j'ai bien compris. Vous étiez vraiment au contact, vous n'étiez pas dans un bureau administratif, vous étiez au contact. Vous avez forcément été confronté aux affaires familiales, à la protection de l'enfance, au divorce, aux enlèvements d'enfants, etc. Ça faisait partie de votre travail. J'ai jamais fait partie d'une brigade de mineurs, par exemple, où j'aurais été confronté réellement à ces soucis de famille. Ou de protection de la famille, oui, d'accord. Voilà. Donc directement, non, j'ai pas été confronté à ça, mais forcément, je suis intervenu sur des différents familiaux en pleine nuit, des enfants désœuvrés, plein de choses qui m'ont quand même marqué tout le long du parcours. Et puis les gens qui viennent au guichet porter plainte pour telle ou telle chose. Oui, bien sûr, les services des plaintes, j'ai fait partie à différents endroits des services des plaintes aussi, à prendre des plaintes. De toute façon, on est tous qualifiés pour prendre des plaintes, on rejette pas les plaintes. Donc c'est là il y a quelques années, donc j'ai pu constater que des enfants étaient placés. Et si on aborde le sujet des placements abusifs, j'ai pu constater quand même une aberration au sein de ma circonscription
avec le tribunal à proximité où les parents sont venus même se plaindre à moi. Pourquoi, je n'en sais rien, parce que je suis quelqu'un qui a toujours bougé un peu comme un gendarme, donc j'étais pas, concerné, j'étais plutôt neutre dans mon commissariat, quoi. Voilà. Donc personne. Oui, mais on va dire que c'est un domaine que vous connaissez. D'accord. Donc on va commencer gentiment par les conflits familiaux, les divorces, les NRE, et effectivement nous irons après jusqu'à toutes les conséquences qui peuvent être les placements, les interventions des services sociaux, les luttes, les mécanismes de protection de victimes de violences et diverses dérives qui vont avec. D'accord. On fait ça juste après la pause. RLP. Radio libre en Périgord. Alors, Monsieur Blanchard, Franck Blanchard, officier de police judiciaire qui est intervenu dans son métier, qui a fait son métier, qui est la protection du citoyen, de la société, comme on le sait tous. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Avez-vous l'impression que les institutions, la police, respectent l'égalité homme-femme dans le traitement des conflits familiaux ? Allez, on est parti. Alors directement, j'ai pas réellement constaté ces différences. Par contre, les gens s'en plaignaient. Là, par contre, directement, les gens ont pu se plaindre, les femmes, comme quoi on a refusé leurs plaintes. Et effectivement, il y a peut-être une génération auparavant qui faisait cette différence, quoi. Après, dernièrement, je crois que les choses ont quand même évolué dans mon institution, à savoir qu'on prenait en compte vraiment les déclarations de ces femmes violentées. Mais après, il y avait quand même une hiérarchie qui était là à surveiller tout ça, et surtout les retours pas bons pour le fonctionnaire qui avait fait cette différence, quoi. Ça, je le crois vraiment. Il y a bien longtemps, où il y avait ces femmes qui venaient, des femmes battues ou qui étaient rejetées par certains services. C'est évident. Il y a des mentalités aussi qui ont changé. Donc j'y crois moins maintenant, quoi. Ça réellement, quoi. Donc, s'il y a des problèmes au sein des familles, de ces services sociaux, etc. Je pense que c'est par la suite, quoi. C'est clair. Alors, comment se fait-il qu'autant de gens se plaignent et disent que les NRE, les non-représentations d'enfants, lorsqu'elles viennent des papas, des pères, ne sont pas traitées et que les forces de police ne se déplacent pas, alors que lorsque c'est madame qui dit qu'il y a un souci, tout de suite c'est le branle-bas de combat. C'est une légende urbaine, c'est une rumeur, ou alors c'est fondé ? Moi, j'ai vu des cas. Alors, je me placerai pas sur cette différence entre hommes et femmes. Je l'ai pas réellement. Oui, c'est une pente savonneuse. Je suis désolé, je vous fais une question un peu piégée. Là, pardonnez-moi. C'est pas facile, mais j'essaie de voir objectivement au cours de ma profession. Oui. Et je me base surtout sur les dernières années où, en fait, comme je vous disais, on a forcément évolué à avoir plus de discernement et puis aussi peut-être redresser un peu certaines personnes qui avaient des esprits très étroits. Mais je pense que ça a quand même évolué. C'est un peu comme l'alcool, par exemple. On a su que des policiers buvaient avant les anciennes générations et ça existait effectivement, mais tout ça, moi, je ne l'ai plus vu. Alors aussi, il y a aussi le fait, quand vous avez des chefs qui tiennent la route, qui veulent rester neutres et puis objectifs et faire leur travail jusqu'au bout, parce qu'il y a en dessous, ça change. C'est-à-dire que s'il y a du laxisme au sein d'un service, effectivement, peut-être que certains, avec leurs idées préconçus, ils vont pas intervenir sur des violences familiales ou sur voilà, il va y avoir des choses qui seront pas normales. Mais je pense que quand il y a des chefs qui font leur travail jusqu'au bout, objectivement, en dessous ça suit, quoi. C'est évident, quoi. Donc j'ai quand même constaté, j'ai toujours une affaire en tête que je ne vais pas citer, mais qui date de 2014. J'ai un collègue qui est témoin. Où en fait, c'est une mamie qui a été cambriolée par sa propre fille et surtout son gendre, où en fait, j'ai un officier, j'étais pas là ce jour-là, mais il y a des traces bien sûr écrites, où vous voyez bien qu'un officier a donné l'ordre à tous les effectifs de ne pas prendre la plainte de cette mamie. Wow. Alors ça, je pense que, bien sûr, c'est interdit et c'est grave. Donc ça, je l'ai signalé, ça, mais ça n'a rien donné. Mais ce que je veux dire par là, si j'essaie de me faire comprendre de cette manière-là, c'est que c'est pas forcément peut-être toujours la différence entre l'homme et la femme ou une prise de parti pour l'homme plutôt que la femme ou le contraire. Il y a aussi autre chose qui se passe derrière, peut-être certains réseaux au sein de la police, une préférence pour certains. C'est des choses que j'ai vraiment constatées moi dans mes affaires des cambriolages, des constatations de cambriolage, où il y avait des choses quand même
intrigantes que je veux pas parler là, mais que j'ai dénoncées de toute façon, où c'est plus que pas normal, bien sûr, quoi. Mais ça n'a rien à voir entre, parce que je m'aperçois qu'il y a des affaires qui vont pas au bout de l'enquête, et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un homme ou une femme. C'est ce que j'ai pu constater quand même. C'est-à-dire que si c'est plus de copinage, voilà, où je veux en venir. Si le papa, par exemple, est copain avec la police, ou ça peut être la maman, et ben finalement, il y a des choses qui se font anormalement. Ça, c'est clair. Et je l'ai vraiment constaté, quoi. Dans les permanences, nous avons beaucoup de témoignages disant que le samedi matin, qui sont les week-ends de garde, lorsqu'on est papa popcorn, à 4 jours par mois, et moitié des vacances scolaires, donc les samedis matins et les débuts de vacances scolaires, il y a bien souvent la queue au commissariat ou à la gendarmerie pour les plaintes de non-représentation d'enfants. Et en permanence, moi, les témoignages qui me reviennent souvent, c'est on leur demande « Est-ce que vous avez un jugement ?» Or, l'autorité parentale est de fait à la reconnaissance de l'enfant, si vous voulez. Il n'y a que le procureur ou le JDE qui peut enlever l'autorité parentale, et le JAF, juge d'affaires familiales, ne fait que la confirmer ou la réduire avec motivation. Comment se fait-il que tous ces gens viennent me voir ensuite en disant « Mais je suis allé me plaindre, et il ne s'est absolument rien passé, ils ont fait une main courante, et puis ils se sont assis sur mes droits ». Ça vous parle, ça vous... Oh oui, ça me parle, mais... ça me parle beaucoup plus maintenant que quand j'étais finalement dans les services. Dans le feu de l'action, vous le voyez pas, tandis que peut-être que maintenant avec du recul, vous en rendez plus compte, c'est possible. Je m'en rends plus compte parce que je travaille, comme j'ai déjà dit, je travaille sur un dossier d'une maman avec sa petite qui est placée, et je vois un ensemble de choses, c'est-à-dire que vous avez des magistrats qui passent complètement à côté du droit, réellement, quoi. Et là, avec preuve à l'écrit, enfin, je veux dire, je le vois, on peut s'inventer les choses, mais j'ai quand même épluché un dossier entier où finalement j'ai dit oui, il y a des gens qui ont nui à certaines personnes, à certains parents, de façon claire, quoi. Alors tant qu'on rentre pas dans ces fameux dossiers avec des auditions par les services de police ou de gendarmerie, quand on voit pas encore les écritures des magistrats ou leurs décisions, on peut parler et puis en fait on sait rien. Mais quand on a épluché le dossier profondément jusqu'au bout, là on s'aperçoit vraiment ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que vous avez même des fonctionnaires de police qui vont jouer sur les sophismes, ils vont même mentir dans certaines phrases. J'ai vu ça, c'est quasiment des faux en écriture, donc qui finalement détournent complètement la finalité de l'enquête, quoi. Alors déjà, on a des a priori sur un parent, par exemple, mais tout a été faussé dès le début. Ça, je l'ai vu. Oui, mais là, ce qu'on vient vous voir comme ça, quand on vient au commissariat dire « j'ai pas eu ma fille ce week-end », puis vous dites « écoutez, signez-la », c'est pas bien. Et puis que, par contre, lorsque monsieur s'en va avec ses enfants et que la mère arrive en disant « ah, j'ai pas eu mes enfants et tout, on va sur TF1 », il y a un petit 2 poids 2 mesures. Alors, on sait qu'il y a de l'idéologie dans l'institution. Au niveau de la magistrature et autres, on sait qu'au niveau du JAF, du procureur, il y a une idéologie. Mais est-ce que vous l'avez ressenti à l'intérieur du commissariat ? Puis après, j'arrête sur ce thème, on passera à un autre. Je l'ai ressenti, je vous dis, si des gens dans un commissariat se permettent de refouler, par exemple, je l'ai vu ça aussi. Et là, je peux pas m'expliquer dans cette émission pourquoi ils le faisaient. Je l'ai su après. On aborde vraiment l'escroquerie pour certains. Je parle dans mon institution. Donc ça va très loin. Mais pour des a priori, tant qu'il y a un chef ou quelqu'un qui encadre, qui veille au bon fonctionnement de la réception des plaintes, des plaignants, je crois qu'il n'y a pas de problème. Après, s'il doit y avoir une intervention sur les lieux pour réveiller le papa ou la maman parce qu'il n'a pas donné le gamin, ça se fait. Les choses se font quand même parce qu'on est dans le délit quand même, quoi. Mais c'est un ensemble. Moi, avec du recul maintenant, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est oui, effectivement, vous avez des juridictions qui fonctionnent avec les problèmes qu'on peut apporter aux parents plutôt que d'arranger les choses. C'est-à-dire que tout le monde est plus ou moins complice et on va vers des services sociaux et on va vers même des placements d'enfants, etc. Donc on va vers quelque chose de grave pour les familles, tout simplement, plutôt que ce soit résolu dès le départ, tout est envenimé, quoi. C'est ce que je peux constater, quoi. Alors effectivement, avant d'aller sur l'ASE, tout ça et autres, dernière petite parenthèse, nous avons l'impression de l'extérieur que les forces de l'ordre dans la police se font encore plus allumer que nous au niveau des conflits familiaux. Nous nous disions que s'il y avait autant de suicides, c'était
peut-être pas forcément parce qu'il y avait trop de voleurs ou trop de terrorisme, mais qu'il y a peut-être aussi une grande partie des forces de l'ordre qui n'arrivent pas à voir leurs enfants, qui donnent la moitié de leur paye pour des gamins qu'ils voient quasiment jamais, avec des affaires familiales qui les sabotent, qui les saccagent encore plus que nous. Vous confirmez comme ça, on a bien vu, ou là on s'est trompé? Je pense que pour les forces de l'ordre, les fonctionnaires de police, quand ça va mal pour eux, ça va très mal, quoi. C'est-à-dire que on cible même leur famille. C'est-à-dire que il suffit d'avoir un problème au sein du service, ou de découvrir des choses qui sont pas normales, et puis peut-être de l'ouvrir là-dessus. Tout peut arriver, oui, effectivement, ça devient sévère pour le fonctionnaire. C'est-à-dire que on s'attaque à sa famille. Il y a beaucoup de fonctionnaires de police qui sont divorcés, qui sont papa popcorn 4 jours par mois, et puis qui donnent une pension alimentaire à madame, ils voient pas trop leur gamin. Je pense qu'il y a j'ai pas fait la compta, mais je pense qu'il y a du monde comme dans la société d'ailleurs, mais chez les fonctionnaires, il y a rien de facile parce qu'on a des horaires qui sont pas faciles. Vous êtes discriminés par rapport à nous, j'ai entendu ça. La dangerosité, le stress pour madame. Ouais, il y a tout ça, il y a un stress que vous ramenez, des horaires je vous dis, qui sont pas faciles parce que moi j'ai eu plusieurs horaires mais décalés parce que ça changeait au cours de ma carrière. Mais quand vous faites un espèce de 3-8, vous êtes quand même fatigué. Il y a quand même un apport de stress. Et face à une dangerosité, oui, parce que vous êtes toujours, j'ai fait de la nuit aussi, vous êtes face à des individus, on ne sait jamais sur quoi on tombe d'ailleurs. Et les différents familiaux d'ailleurs, on le dit bien, c'est peut-être le plus dangereux parce que on va dans une famille, il y a eu des cas graves, des morts, parce qu'on intervenait sur des familles chez eux, quoi, enfin à l'entrée de chez eux, puis ça a mal tourné par moment, quoi. Donc il y a quand même c'est des choses qui sont vraiment pas faciles, il faut être très vigilant. Et les fonctionnaires, oui, il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont disparu par des pressions aussi, des pressions internes, ça faut le dire, c'est dénoncé déjà par certains fonctionnaires de police, ils l'ont dénoncé, tous ces suicides dans la police, mais c'est un cumul de choses où quand on vous enlève votre famille, c'est redoutable. On perd tout, quoi. Voilà. On est vraiment. Je pense que le fonctionnaire, il peut être tout seul. Il peut être vraiment. Quoi que vous fassiez, déjà, il n'a plus de week-end. Je vous parle du service de roulement ou par rapport aux amis qui ils ont un roulement de week-end, ils se rencontrent. Nous, non. Vous avez un week-end c'était un week-end toutes les 6 semaines, je crois. Par exemple, où tout est décalé, quoi. Déjà, rien n'est facile de ce côté-là, quoi. Enfin, faut vraiment. Dans ces conditions, il n'est pas évident de demander la garde de l'enfant, donc de l'obtenir, en plus, ni non plus d'avoir la résidence alternée. Moi, je comprends. RLP, Radio Libre en Périgord. Alors, RLP 102.3, aujourd'hui avec Franck Blanchard, toujours 3e partie. Donc nous avons vu un peu son parcours, son travail, la résolution des conflits familiaux, toutes les questions qu'on se pose nous en permanence. Pour une fois qu'on en a un de chez vous pour répondre, on est content. On peut savoir d'où viennent nos grandes interrogations et autres. Je voulais maintenant vous demander, votre avis de l'intérieur par rapport à tout ce qui peut se passer avec les services sociaux. Parce que les conflits familiaux, c'est une chose, mais on voit arriver des assistantes sociales, des gens qui se mettent à placer les gamins ou à cacher un parent avec les enfants sans prévenir l'autre, en facturant au conseil départemental, sans forcément passer par un J2 ou un procureur. On comprend pas très bien. Vous, de l'intérieur, qu'est-ce que vous avez vu ? Alors moi, de l'intérieur, j'ai vu, là on est en 2013, où j'ai vu des parents venir me voir, voilà, parce que leur enfant était placé en ITEP, tout simplement. Alors j'abordais vraiment le sujet. C'était des enfants que j'avais auditionnés, ils étaient très intelligents, juste en face de moi, on a parlé, moi je parle avec même les mises en cause ou qui que ce soit d'ailleurs, je m'intéresse à la personne. Et puis je me suis aperçu que ces enfants étaient très intelligents, mais ils se retrouvaient en ITEP. Alors vous savez qu'une ITEP, c'est des éducateurs qui encadrent, donc à 13-14 ans, vous voyez les gamins partir placés comme ça, c'est fini, la scolarité est finie, enfin pour moi, on casse leur scolarité et leur futur métier sûrement, parce que on les place pour des bêtises. Et pour moi, c'est grave, quoi. Je veux dire, là, on est en train de... Vous avez des enfants qui finalement ont besoin d'être compris plutôt que d'être encadrés par des éducateurs et puis faire leur vie comme ça. J'ai pas pu l'accepter. Alors, ses parents sont venus me dire, c'était illico presto, entre un fonctionnaire chargé des mineurs et puis une juge des enfants. C'était très vite. L'enfant était placé, quoi, le jeune.
Et alors après, par la suite, j'ai découvert... Ça peut parfois être très rapide, hein. Ce sont des luttes de placement. 24 heures et hop, le gamin, il n'est plus là. Hein. Bien sûr, les parents pleuraient, quoi. Je veux dire, ils me demandaient une solution. Moi, j'ai pris contact avec le centre de l'enfance. J'ai même eu un rendez-vous sur initiative, parce que je suis vraiment dans ce que je vois, dans quelque chose qui se passe, qui est grave et pas normal surtout. Et finalement, le rendez-vous est annulé par eux-mêmes, dans le centre de l'enfance. Il y a eu des coups de fil, probablement. J'ai jamais pu les rencontrer, quoi, pour en savoir un peu plus, quoi. Mais j'ai aussi un exemple d'écrit d'assistance sociale sur. Alors ça se déclenche aussi à partir de l'école. Il suffit que le gamin soit pas comme les autres. Il y a des différences aussi. Je crois que on a ce problème actuel, c'est qu'on n'accepte plus les différences entre les enfants. Il y a des enfants qui ont certaines particularités et puis qui bougent un peu plus, qui sont un peu plus hyperactifs, etc. En classe pareille. Il y a quand même une loi au sein de l'Éducation nationale qui préconise une équipe éducative, etc., pour ces enfants qui ont cette différence. Et finalement, moi, ce que j'ai pu constater, rien n'a été fait. Et puis, on part sur un signalement auprès du conseil départemental, des assistants sociaux qui arrivent et puis qui font leurs écritures à leur manière, quoi. Alors, il y a une chose où je peux le comparer avec ma profession, c'est que vous avez jamais... On vous entend. C'est-à-dire que les assistants sociaux entendent le parent, voir ce qui se passe, d'un côté et de l'autre, etc. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y a pas ils font des rapports. Je pense que c'est ça, le mauvais point de départ, c'est ça. C'est contrairement aux forces de l'ordre, même s'il peut y avoir supercherie chez nous, mais dans les services sociaux, ils écrivent, mais jamais vous signez en bas de la page. C'est-à-dire qu'on écrit ce qu'on veut sur vous, quoi. Et monsieur, c'est pire que ça. Il est impossible de les avoir. Et les services sociaux, c'est les services secrets, c'est la CIA. Vous envoyez ensuite un recommandé au conseil départemental, quitte à passer par la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs. Vous ne savez pas ce que ces gens disent sur vous. Si vous avez la chance d'avoir un document qui arrive, il est noirci. Là, comme les trucs du KGB, là, et vous ne savez pas ce qu'ils se disent entre eux. Et quand on regarde le nombre de centres où des personnes non professionnelles, non diplômées interviennent et mettent le nez dans les familles, ça pose quand même de grandes questions. C'est sur ça aussi que je voulais venir. Oui. Donc voilà, en fait, ces gens-là font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, je le vois encore plus maintenant, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai épluché un dossier entier où je me suis penché sur l'histoire de Sandrine, où en fait je vois vraiment ce qui est écrit, comment agissent les services sociaux. C'est eux qui commandent. Je pense que c'est eux qui décident à travers des rapports qu'ils amènent auprès d'un juge des enfants, par exemple. Et puis sans respecter le droit de contradiction. Voilà, le contradictoire n'est pas du tout respecté. Et le juge, si j'ai bien compris maintenant, est responsable si jamais il prend une décision sans écouter les experts. Donc en fait, le juge ne pose pas de questions et suit les services sociaux, parce qu'autrement cela lui sera reproché, lesquels services sociaux ne communiquent pas leurs informations et leurs pièces, font absolument ce qu'ils veulent, et facturent ensuite leur intervention au conseil départemental. C'est bien ça ? Mais même pire, je pense qu'il n'y a plus de limite. Actuellement, de toute façon, c'est devenu une euphorie totale. C'est que juge des enfants, alors procureur qui est quand même derrière, normalement il devrait régler le problème, ce qu'il ne fait pas. Mais non seulement il n'y a plus le principe du contradictoire, c'est-à-dire que finalement le parent perd son autorité parentale, donc c'est complètement illégal, on le sait bien. Mais au mieux, même pire, c'est qu'il y a parfois des audiences, là, le parent n'est pas convié, qui est pourtant concerné, le parent principal, celui qui va se plaindre par exemple de choses qui sont faites sur son enfant, et puis d'où partent ces problèmes, c'est-à-dire que j'ai constaté que lors qu'il y a un problème qui est livré à la justice, les services sociaux se mettent dessus et ils vous lâchent plus, c'est-à-dire qu'il y a des mesures éducatives au moins qui sont mises en place aussitôt, donc on laisse plus la liberté aux parents dénonciateurs, et puis voire pire, c'est un placement de l'enfant, et puis alors là c'est vraiment la grosse galère qui a démarré a pu voir son enfant parce qu'ils ont décidé de le faire comme ça. Alors, pour en venir au jugement, il y a des ordonnances qui sont sorties avec des jugements du juge des enfants sans contradictoire parce que même le parent n'a pas été convoqué. C'est-à-dire qu'à l'issue, il y a un jugement qui sort et qui est même aussi parfois pas notifié aux parents. C'est plus simple, comme ça il râle pas.
va plus vite. Ils râlent pas, ou alors ils mettent beaucoup de temps pour râler, le temps qu'ils récupèrent le jugement. Non, mais c'est moins de problème, ça va plus vite. Hein, on va voilà. comme Donc ça, j'ai même un exemple où le jugement, le parent a eu son jugement 6 mois après. Mais en attendant, tout s'est mis en place comme le juge a voulu, surtout les services sociaux. Et puis, et voilà, on a l'impression d'avoir affaire à des gens sans pouvoir initialement, parce que le pouvoir, moi je dis que c'est le juge. Bon, voilà, c'est un juge qui est quand même neutre et puis qui agit dans l'intérêt de l'enfant. Mais non, vous avez des gens qui viennent d'ASE, de ce que vous voulez, là, qui sortent des bois, qui viennent dire je veux cet enfant et puis les placer, quoi. Et c'est affreux.